que nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui à la station F. C'est une après-midi extrêmement riche qui a eu lieu aujourd'hui et nous allons vous en restituer la substantifique moelle, si je puis dire. Avec la séquence de restitution qui va démarrer. Je vais céder la parole à Monsieur Papsar pour la restitution de l'atelier 3. Et juste une petite indication, les dessins que vous allez voir s'afficher à l'écran sont des dessins qui ont été faits tout au long de l'après-midi par notre live scriber qui s'appelle Guillaume Lagall. Voilà, c'est à vous. Merci, Hélé. Il me revient l'insigne honneur de démarrer les hostilités avec les deux chefs d'État. Monsieur le Président de la République française, Monsieur mon Président, Mesdames et Messieurs les ministres, les ambassadeurs, les directeurs, etc., cher Rémi, nous avons passé une journée exaltante que nous avons démarré ce matin avec Franck Rister à Station F, avec un groupe de start-up et entrepreneurs sénégalais. Et nous avons visité, messieurs les présidents, ce haut lieu de l'entrepreneuriat, de l'innovation. Et les discussions ont porté sur comment accompagner davantage les start-up, les entrepreneurs, les PME, les incuber, leur donner des fonds d'amorçage et passer à l'échelle. Et dans l'après-midi, nous avons eu un panel très serré et très intéressant auquel a participé M. Maktar Diop, directeur exécutif de la SFI, Mme Tania Gonner, présidente du conseil d'administration des EIZ et coprésidente du réseau des praticiens, Mme Grace Mouliza, directrice générale d'Ecobank Ouganda, Odile Renaud-Basso, président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, et Jean-Michel Severino, directeur d'investisseurs et partenaires, Bruno Venn, président de European Development Finance Institution, et moi-même. Avant cela, Monsieur le Président, il y a eu deux start-upers sénégalais, à l'image de Mme Dikoussi, Dictaf Corporation, qui est dans l'agriculture et la technologie, M. Bamba, qui est le CEO de PAPS, qui est aussi une start-up sénégalaise, Monsieur le Président, chez qui on a investi en 2019 100 000 euros et aujourd'hui, il vient de lever 4,5 millions d'euros. Pour résumer, l'atelier numéro 3 a porté sur le financement des PME, vecteur de la croissance et des emplois de demain. Mon propos se veut fidèle à ce qui a été dit par les différents partenaires. Les points essentiels ont porté sur la mobilisation des acteurs afin de développer des financements conséquents pour adresser le financement des TPE, des petites et moyennes entreprises et du secteur informel. Jean-Michel Severino, des investisseurs et partenaires, a souligné l'importance des TPE et des PME dans le développement du tissu économique et de l'emploi africain. Et il a dit qu'il faut être beaucoup plus ambitieux et progressiste et proposer de garder 1% ou d'enlever 1% de l'aide publique au développement par an, environ 500 millions d'euros, adressés au secteur privé, aux TPE et PME directement, pour pouvoir adresser les besoins. Les bailleurs ont tous convenu qu'il est difficile pour les banques classiques et les fonds d'adresser la question des TPE, PME en Afrique et de l'informel, et qu'il faut être innovant, qu'il faut développer de nouveaux mécanismes, notamment à travers les garanties, comme l'a dit la SFI, comme l'a dit aussi Bruno Venn de EDFI. L'engagement de Financing Common, qui est présidé par Rémi, devrait permettre de mobiliser 5,5 milliards d'euros d'engagement financiers pour les PME en Afrique. Et il demande que des garanties soient prises pour les risques, pour mitiger le risque pour les TPE et les PME en Afrique. Enfin, il a aussi proposé que ces fonds soient alloués aux banques locales pour dérisquer. Et l'image de l'exemple de Ecobank Ouganda en est un où la SFI et d'autres partenaires travaillent avec ces banques pour pouvoir accompagner les PME et les startups. Enfin, l'atelier 3 a mis en place aussi le besoin d'accompagnement des TPE-PME
qu'elles soient de vrais acteurs solides dans l'écosystème entrepreneurial. Et c'est là où on a parlé de l'exemple de la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes que le président Macky Sall a mis en place en 2018 et que je dirige depuis pour accompagner chaque année disons 15 à 20 000 startups et PME. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons pu investir plus de 80 milliards de francs CFA, un peu plus de 120 millions d'euros, grâce au soutien de l'AFD pour de 20 millions d'euros, la BAD qui est là aussi de 150 millions d'euros sur 5 ans, entre autres partenaires, l'USAID, etc. Enfin, la SFI a souligné l'importance de l'accompagnement pour former les gestionnaires des PME, les appuis non financiers, et il a été soulevé la question de l'Alliance pour l'entrepreneuriat qui a été lancée et qui va être un porteur pour réduire les goulots d'étranglement, mettre en place les ressources qu'il faut. Enfin, messieurs les présidents, ça n'a pas été dit tel quel, mais je pense que la jeunesse africaine ici présente, il y en a au moins une cinquantaine qui est venue avec nous, des chefs d'entreprise, attendent des engagements forts. Depuis ce matin, les gens parlent de la sécurité, Barkhane, Sahel, etc. Mais aujourd'hui, les startups qui sont là, les PME qui sont là, les investisseurs qui sont là, ils ont besoin de cash. C'est le secteur privé qui les intéresse. Ils ont besoin qu'on puisse mettre en place des mécanismes solides. Tout à l'heure, quand on était entré dans la salle, on peut facilement lever 10 milliards d'euros ici ce soir. Donc, monsieur le Président, donnez des instructions pour que les banques, les partenaires, nous financent. Merci. Je passe la parole à Rémi Rioux qui a fait le panel 2. J'espère qu'on ne va pas être virés tous les deux. Bien, messieurs les présidents, c'est un très très grand honneur de vous avoir avec nous ce soir. Après le secteur privé, essentiel, premier, nos travaux cet après-midi ont aussi marqué le retour en force de l'Europe dans le financement des infrastructures. C'était l'objet de l'atelier numéro 2, tout à l'heure, auquel ont participé le gouvernement d'Afrique du Sud, après les engagements très forts pris à la COP26 à Glasgow pour la transition énergétique, le président Adesina, la Banque européenne d'investissement, la KfW, Meridiam et EDF. C'est aussi le sens du Global Gateway qui a été annoncé en décembre dernier par la Commission européenne, 300 milliards d'euros d'investissement, dont 150 en Afrique. Et je sais que c'est une estimation en vérité très conservatrice. Si on ajoute les prêts de toutes nos institutions et la mobilisation du secteur privé, qui est notre grande frontière collective, nous allons faire beaucoup plus dans les 7 prochaines années. C'est très très concret. Moi j'ai vu il y a quelques jours, on en a parlé dans l'atelier avec les collègues de la BEI et de la KfW, le très très grand barrage de Nartigal sur le fleuve Sanaga au Cameroun, 420 mégawatts, un canal d'un débit 3 fois celui de la Seine, 1,5 milliard d'euros d'investissement en PPP. Plusieurs d'entre nous ici, Ambroise notamment, nous nous sommes rendus au centre d'enfouissement technique de Lomé en novembre dernier, un investissement pour stocker et valoriser 300 000 tonnes de déchets par an. Nous étions nombreux aussi, Monsieur le Président, à l'inauguration du TER, du train urbain de Dakar. Et nous investissons aussi dans la rénovation du stade Ibou Mar Diop, de la piscine de l'œuf, dans la perspective des Jeux Olympiques de la jeunesse au Sénégal de 2026. Vous avez inauguré en décembre 2018, Monsieur le Président, avec le roi du Maroc, la LGV Tanger-Rabat-Kénitra, qui rencontre un très très grand succès. La nouveauté, c'est que tous ces investissements dans les infrastructures, nous les faisons plus vite et surtout nous les faisons en Team Europe, en équipe Europe. On a publié aujourd'hui une déclaration collective pour expliquer l'organisation et le fonctionnement de cette équipe Europe, avec un échelon européen évidemment renforcé, et toutes les institutions des États membres engagées et organisées en 3 groupes, celles qui travaillent avec le secteur public, celles qui travaillent avec le secteur privé et celles qui apportent l'expertise. Et ces groupes d'institutions travaillent comme jamais ensemble. Et surtout, cette Team Europe, elle travaille désormais très étroitement avec la Team Afrique. Nos frères et nos sœurs des institutions africaines, ralliés derrière
la Banque africaine de développement, je pense à la BOAD, Serge Ekoué est ici, je pense à la DBSA, à la Freximbank, à la TDB, à la Caisse des dépôts et de gestion du Maroc, à la centaine de banques publiques africaines qui font au quotidien ce travail sur les investissements et qui montent, cela a été dit, rapidement en puissance pour le financement des grandes infrastructures, mais aussi pour les vaccins, mais aussi pour les énergies renouvelables, mais aussi pour l'innovation, dans le cadre notamment, oui, du mouvement Finance en commun. Jusqu'à proposer, à votre invitation, messieurs les présidents, le 18 mai dernier, un usage innovant des droits de tirage spéciaux vers l'investissement. Au fond, et j'en viens maintenant à la restitution de notre premier atelier aujourd'hui, auquel ont participé des parlementaires, Hervé Berville, Chrysoula Zakharopoulou, des intellectuels, Achille Bembe, Khaled Higué, et des opérationnels, Koundouns et Serge Ekoué. Au fond, ce que nous faisons ensemble est très nouveau et va bien au-delà de ce qu'on a appelé, il y a 60 ans, l'aide publique au développement. Vous avez d'ailleurs proposé, Monsieur le Président, de baptiser investissement solidaire, cette nouvelle capacité d'action, d'investissement collective. Nous savons tous, je crois, ici, que quelque chose de très nouveau est en train d'émerger sous votre impulsion politique pour l'Afrique et l'Europe et pour nos biens communs partout dans le monde. Et d'abord, cela a été dit, pour l'éducation et la création d'emplois, parce que tout commence par là. Nous l'avons nous-mêmes senti très fortement à l'AFD lors des larges consultations que nous avons conduites depuis plusieurs mois, à votre demande, lors du sommet de Montpellier, pour imaginer une nouvelle sémantique, un nouveau nom même de l'AFD. En échangeant avec les salariés de l'agence, avec nos clients, nos partenaires, avec de nombreux intellectuels, avec les parlementaires, avec les ministères, avec les diasporas aussi, si concernés, pour contribuer par nos propositions, je crois, je sens, à un travail bien plus vaste, encore que le seul nom de l'AFD, un travail qui se structure pour actualiser notre narratif, nos méthodologies et surtout nos instruments d'intervention. Un travail conceptuel, donc, pour un renouvellement concret fondé sur un partenariat entre égaux, ambitieux et respectueux des contextes, pour l'agenda de prospérité partagée des objectifs de développement durable et de la transition juste, pour donner une priorité aux enjeux de long terme, ceux que porte la jeunesse, dans le respect des droits humains et de la démocratie, et en prenant soin des territoires et des communautés les plus vulnérables. Et puis aussi un travail très technique pour revoir tout ce référentiel et ces instruments. Voilà, j'espère que cette demi-journée de travail a contribué à ce mouvement qui est engagé. J'en remercie vivement tous les participants aujourd'hui. Et nous sommes persuadés, messieurs les présidents, que le sommet Union européenne Union africaine demain et après-demain sera une étape fondamentale sur ce chemin. Je vous remercie. Je crois que la parole est à vous, messieurs les présidents, en commençant par le président Macky Sall. Merci beaucoup, cher Rémi. Merci, Papa Amadou Sarr. Cher Emmanuel, merci pour cette invitation à cette rencontre très particulière. Rencontre qui s'inscrit dans le sillage du sommet de Paris du mois de mai 2021, consacré au financement des économies africaines. Je saisis donc l'occasion pour magnifier la coopération franco-sénégalaise et au-delà la coopération franco-africaine. En ce qui concerne le Sénégal, je voudrais saluer les derniers développements. Ces 3 années, nous avons ensemble bâti des projets en faveur de la jeunesse, parce que ce sont des projets d'avenir. Je peux citer le projet emblématique du train express régional qui roule maintenant entre Dakar et la nouvelle ville de Diamniadio. Je peux citer le projet de l'école de cybersécurité qui est une école à vocation régionale dans le contexte que nous connaissons de la lutte contre le terrorisme et
de la cybercriminalité de façon générale, et le projet du campus franco-sénégalais, qui également est un des marqueurs de cette coopération nouvelle. Alors, cet exercice qui nous réunit avec des acteurs étatiques, des acteurs non étatiques, des banquiers, souvent qui ne dégainent pas très vite, il est vrai, sauf quelques-uns quand même qui sont assez rapides à la gâchette, ce que nous aimons bien. Mais lorsqu'il s'agit de la jeunesse, je pense que nos banquiers également doivent changer de méthode de travail et répondre aux attentes. Je regarde mon frère Adesina de la Banque africaine de développement, mais aussi Matar Diop de la SFI et la BOAD avec Serge Ekoué. Je pense évidemment à Rémi Rioux de l'AFD qui déjà est dans cette dynamique. Alors cette rencontre, donc, disais-je, vient à son heure et nous sommes toujours dans la perspective d'un partenariat euro-africain que nous voulons rénover, moderniser et mieux centrer sur l'action et sur les résultats. Dans cet esprit, je voudrais réitérer la centralité de l'État en Afrique, puisque nous sommes dans un processus de développement qui débute, et nous sommes à une phase du processus de développement qui fait que l'investissement direct étranger reste encore faible en Afrique, malgré les efforts, les réformes, et que le secteur privé national africain a besoin d'être soutenu, puisque c'est un secteur embryonnaire, quoi qu'on dise. C'est pourquoi je suis tout à fait d'avis que nous devons mobiliser des ressources importantes en faveur des TPE et des PME. C'est une nécessité, c'est une justice, puisque nous avons en Afrique une population très jeune. 70% aujourd'hui de la population africaine a moins de 25 ans. Moins de 25 ans. Donc, nous ne pouvons pas avoir de priorité plus importante que la prise en charge des besoins de la jeunesse, qu'il s'agisse de la jeunesse des start-up ou de la jeunesse agricole ou de la jeunesse qui n'a même pas fait l'école. La priorité, c'est leur autonomisation, c'est leur formation et c'est la mise en place de lignes de financement. Et donc, moi, je plaiderai et je suis sûr que le président Emmanuel Macron est un champion également pour la jeunesse française comme africaine et il va soutenir cette initiative pour qu'il y ait davantage de ressources, en tout cas en faveur de cette jeunesse. C'est donc dire qu'en ce qui nous concerne, nous Africains, l'État est au four et au moulin, comme on dit. Il doit construire à la fois les infrastructures de base, mais aussi les infrastructures du développement, telles que vous l'avez cité, Rémi, sur ce que doit être des PPP dans de grands projets d'infrastructures comme l'énergie, des barrages hydroélectriques, mais également nous devons accompagner ces TPE et nous devons aussi donner les services sociaux de base pour la santé, l'éducation. Et surtout, nous devons accompagner la jeunesse inventive comme celle des start-up. Un autre défi majeur tient à l'efficacité économique des régimes démocratiques. Et le Sénégal en est un et le réclame. Là où un régime de type centralisé, que d'aucuns qualifieraient même d'autoritaire, peut prendre des décisions rapides et les mettre en œuvre, alors quand il s'agit de la démocratie, bien sûr, ça prend toujours plus de temps. Il faut toujours davantage discuter. Il faut passer par les institutions de validation. Et tout cela dans un contexte aussi où il y a un empressement de la jeunesse qui est quand même très pressée de voir également ces problèmes et ces préoccupations prises en compte. Donc nous avons là une sorte de contradiction entre les besoins de la transparence et de la bonne gouvernance avec son lot de procédures qui peut en tout cas entraîner des déchantements et le besoin de la rapidité de l'exécution de l'action. Il faut pouvoir trouver un juste milieu et ça c'est valable pour les gouvernements avec la bureaucratie, c'est valable pour les partenaires, les bailleurs, les banques
Tout le monde doit faire des efforts pour qu'on gagne dans le temps des procédures, pour qu'on gagne sur les circuits des dossiers afin de rester toujours plus efficace. Une autre contrainte que je voudrais citer, qui est liée maintenant à l'accès aux ressources, par des financements massifs qui favorisent la croissance et le développement. L'aide peut certainement accompagner ponctuellement et soutenir certains secteurs, mais nous le voyons tous et nous sommes tous d'accord aujourd'hui que l'aide publique au développement ne peut pas assurer le développement d'un continent comme l'Afrique. Toutefois, nous pensons qu'il faut donc rechercher des financements plus importants, peut-être mixer, blender, comme on dit, faire du blending entre des ressources concessionnelles devenues rares et des ressources de type commercial afin de trouver des maturités et des taux d'intérêt soutenables qui permettent à l'Afrique de prendre la masse d'argent qu'elle a besoin pour le financement de son développement. C'est pourquoi j'ai toujours plaidé pour d'abord le changement, la réforme des règles de l'OCDE, nous en avons parlé, Emmanuel. Nous pensons que sur les crédits export, puisque nous achetons des biens de chez vous, il faut que les règles qui organisent les crédits export soient améliorées, soient allégées. En faisant quoi? En allongeant les procédures. Pour le moment, pour l'essentiel, elles sont à 10 ans, des taux de 2,5%, 3,5%. Je pense que l'OCDE pourrait aller tendre vers 18 ans pour certains types de biens. Par exemple, vous voulez construire une centrale hydroélectrique qui est bas carbone, qui donc est favorable pour le climat, mais vous avez des crédits sur 12 ans pour une infrastructure qui est amortie sur un siècle. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour nous permettre de prendre plus de volume sans affecter fondamentalement notre dette, il faut qu'avec l'Europe, que nous puissions, et les autres partenaires, déjà sur le crédit export, faire ces réformes, mais également il faut effectivement que les pays riches, tels que la France en est engagé, puissent faciliter la réallocation des droits de tirage spéciaux, où l'Afrique a réclamé 100 milliards de dollars pour lui permettre, au-delà de la résilience face à la Covid, de financer maintenant la relance économique. Parce qu'en Afrique, nous avons pu plus ou moins encore tenir debout. Nous avons été résilients face à la Covid, qui perdure, qui n'est pas terminée. Mais il faut du cash pour relancer les économies. Donc, ce cash, nous pensons qu'il doit venir en partie des DTS. Et ensemble, nous pourrons définir les mécanismes par lesquels ces DTS seront donc utilisés. Nous croyons que le Fonds monétaire pourrait en prendre une partie, mais une partie seulement, la Banque mondiale, qui est également un de nos partenaires, mais surtout la Banque africaine de développement et la BOAD, qui sont les banques qui travaillent directement avec nos États. Et c'est dire que là, je plaide en convaincu parce que vous avez été le premier chef d'État de l'Occident à plaider lors de la conférence de Paris sur le financement du développement pour la réallocation. Alors maintenant, tout le monde est d'accord, mais on attend. Monsieur le Président, on attend l'argent. Moi aussi, comme les TPE, nous aussi nous attendons l'argent de la réallocation. Beaucoup se sont engagés, mais j'espère qu'à Bruxelles, nous pourrons, avant la fin de notre sommet, Monsieur le Président, avoir en tout cas un engagement ferme de l'Europe et que surtout cet argent puisse venir, puisque ça fait 2 ans que nous souffrons, ça fait 2 ans que nous résistons au virus, mais les conséquences sociales sont dramatiques, les conséquences sur l'emploi sont dramatiques. Il faut la relance économique. Et pour cela, n'ayant pas de banque centrale capable de prendre en charge la dette de nos États, comme c'est le cas en Europe ou aux États-Unis, nous avons besoin d'un mécanisme comme celui-là, par la solidarité et par donc l'entraide qui doit, en tout cas dans ce cas, être partagée avec les pays africains. Nous devons pouvoir donc ensemble affronter cela. Je vais terminer simplement, Monsieur le Président, sur le financement des PME, PMI, mais surtout des TPE. L'Afrique est
particulière par le caractère informel de son économie. Alors, ça peut être un handicap, mais c'est aussi un atout. Parce que finalement, il faut considérer l'Afrique comme elle est. Elle est informelle. Donc, partons de ce postulat et accompagnons ce secteur informel en essayant de le formaliser progressivement, mais en y mettant des ressources d'accompagnement. Et dans le cadre de la DER, qui est un exemple que j'aime citer, qui est une délégation à l'entrepreneuriat rapide. Lorsque je l'ai créée, j'ai constaté que les banques ne prêtaient pas aux jeunes, parce qu'ils n'ont pas de garantie. Et donc, il fallait que l'État se substitue, en ayant un instrument également qui devrait éviter la bureaucratie. C'était l'objectif, c'est pourquoi derrière la DER, il y a FJ pour les femmes, mais DER, le R, c'est rapide, entrepreneuriat rapide. Il faut agir vite et bien, et il faut donner des facilités dans le financement de la jeunesse. Et ça, la DER l'a réussi, et c'est pourquoi je félicite Papa Sarr et toute son équipe, qui est une équipe très jeune, mais aussi très féminine. Et ça, c'est important. C'est d'ailleurs une discrimination positive à l'égard des filles. Et là, vraiment, nous avons eu plus de, je ne sais pas les chiffres exacts aujourd'hui, mais il y avait plus de 20 milliards avec 20 millions d'euros avec l'AFD, mais au total, c'est 150 millions d'euros qui ont été financés et avec un excellent taux de recouvrement. Donc, si nous arrivons à mobiliser plus pour toute la jeunesse africaine, vous voyez, les gens vont rester en Afrique. Ils vont rester en Afrique. Ils ne vont pas essayer de traverser la Méditerranée ou le désert. Mais il faut des ressources. Et les gouvernements n'arrivent pas à faire des ressources. Moi, j'avais fixé 30 milliards par an, mais les finances n'arrivent pas à suivre forcément. Heureusement, nous avons eu un programme commun qui est le PAVI, qui est donc le programme d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales dans lequel l'AFD est engagée. Et c'est là où je plaide aux côtés de mon frère et ami, le président Emmanuel Macron, pour que nous puissions, dans les initiatives européennes, développer un volant important, je dirais 1 ou 2 milliards d'euros, qu'on peut financer à des infrastructures, enfin des institutions comme la DER, mais qu'il faut créer partout en Afrique. Et j'avais discuté avec le président Labad pour avoir une banque des jeunes, pour l'entrepreneuriat des jeunes, une banque pour l'entrepreneuriat des jeunes qui n'obéit pas au même mécanisme traditionnel. Et je crois que cela est possible. En tout cas, nous nous engageons fortement, et je le dis, à ma qualité de président en exercice de l'Union africaine, et je m'adresse au président de l'Union européenne. Donc je crois qu'ensemble, si nous n'arrivons pas à faire bouger les choses, c'est qu'elles ne bougeront jamais. Donc, Monsieur le Président, merci beaucoup. Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Monsieur le Président en exercice de l'Union africaine, cher Macky Sall, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Directeur général de l'Agence française de développement, Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs généraux de banques régionales de développement, Monsieur le directeur exécutif de la SFI, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et ambassadrices, Mesdames et Messieurs, chers amis, je me retrouve parfaitement dans ce que le président Macky Sall vient de dire à l'instant, mais je voulais d'abord vraiment vous remercier de nous accueillir à Station F. D'abord parce que ça m'offre l'occasion de revenir, ça faisait longtemps que je n'étais pas revenu moi-même, et je suis heureux de vous retrouver tous ici, mais de retrouver voilà, beaucoup d'entrepreneuses aussi, d'entrepreneurs qui sont là, dans ces lieux, qui vibrent d'énergie. Je le dis aussi, cher Président, parce que dans ce lieu qui est la plus grande pépinière de start-up du monde, où il y a des programmes qui sont lancés, c'est véritablement le monde entier qui vient pour développer des activités à Paris. Et au moment où il se peut que vous entendiez des musiques qui vous signifieraient que la France voudrait se refermer,
et qu'elle préférerait finalement s'en sortir avec ses seuls talents. Elle veut les former, les faire exceller, les faire réussir chez elle et à travers le monde. Je veux aussi vous dire qu'on continue à être très fiers d'accueillir des talents du monde entier pour créer dans tous les domaines. C'est une des beautés de la francophonie qui fait que nous, ici, on dit qu'à Station F, on développe des start-up et que vous ayez un ministre en charge de la délégation à l'entrepreneuriat rapide. Vous nous donnez des leçons, à juste titre. Mais au fond, à la veille de notre sommet Union africaine, Union européenne, je voulais vraiment remercier l'ensemble de celles et ceux qui ont travaillé à vos côtés aujourd'hui et dont vous avez rapporté les travaux et qui vont nous permettre de nourrir l'agenda que nous avons quand même bâti ensemble depuis plusieurs années pour préparer ce sommet de demain et d'après-demain qui, pour moi, doit ouvrir une nouvelle ère. Et beaucoup des choses que vous venez de dire aujourd'hui vont être au cœur de nos travaux, car l'idée est bien de changer la philosophie, le logiciel profond de notre relation. Et je veux d'abord revenir sur ce point. Il y a quelques jours, dans la revue Le Grand Continent, le professeur Achille Mbembe, qui nous a beaucoup accompagnés, qui malheureusement ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais je crois nous suit et que je salue amicalement, nous interpellait avec son style habituel, que j'aime beaucoup. Je le cite, « Il faut passer d'une approche techniciste et apolitique de l'aide publique au développement à une nouvelle approche, celle qui permettra de redonner un sens, de construire un projet, un cap à une relation qui vivait dans le passé. » Et je crois que c'est ce qu'on essaie modestement de faire au niveau français, ce qu'on voudrait maintenant accélérer au niveau européen et ce qu'on veut faire tous ensemble dans tous les domaines. Sortir d'une logique qui était un peu dans la continuation de nos habitudes, d'une relation qui était structurée par des représentations passées pour le meilleur ou pour le pire, par des outils qui s'étaient technicisés et retrouver la force du projet, le sens d'une action qui est construite, bâtie ensemble. Lorsque, à Ouagadougou, en novembre 2017, à la veille du précédent sommet Union africaine-Union européenne, essayé de lancer cette dynamique et ce cycle, je me souviens encore de l'atmosphère électrique de l'amphithéâtre Kizerbo et justement des attentes qui étaient là, de l'ambition qui était portée par la jeunesse africaine et qui correspondait très bien à ce que les membres du Conseil présidentiel pour l'Afrique avaient pu me dire, eux à qui je dois tant. Il fallait en faire, en quelque sorte, on peut les applaudir. Mais dans un continent qui est si jeune, pourquoi nous entêter à utiliser des mots qui étaient connotés par le passé, à rester enfermés dans des catégories, et au fond à garder les mêmes catégories de regard et à ne pas crever les abcès qui existaient. Alors, on a essayé d'amorcer une rupture de ce logiciel de pensée et d'action avec l'Afrique. D'abord, en affrontant certaines pesanteurs du passé, ce qui n'est jamais évident. Ça a été les actes de restitution du patrimoine africain, la réforme en profondeur de la gouvernance du franc CFA, la reconnaissance de notre responsabilité au Rwanda, autant de verrous qui bloquaient l'émergence d'un nouvel imaginaire. Et ces engagements, ensuite, nous les avons tenus scrupuleusement, parfois au prix de débats internes difficiles, car ils venaient bousculer des partis pris. Et il nous fallait, en Afrique comme en Europe, nous confronter à ces derniers. Et nous l'avons fait parce que nous étions convaincus que ces gestes étaient justes, nécessaires et urgents. Et au fond, que ces gestes n'enlevaient rien à personne. Simplement, ils nous redonnaient la possibilité de bâtir quelque chose ensemble et de regarder l'avenir. Et je suis très fier, et je veux ici remercier l'ensemble des équipes qui l'ont fait, et les parlementaires aussi, qui ont beaucoup travaillé. Je suis fier qu'ils aient été conclus par une belle unanimité au travers du vote de notre représentation nationale sur la restitution au Sénégal du sabre El Hadj Omar Tall et au Bénin des 26 œuvres du trésor d'Abomey. Nous avons aussi réinvesti des champs d'action dont nous nous étions éloignés, il faut bien le dire,
l'éducation, en particulier la scolarisation des jeunes filles, l'enseignement supérieur avec des approches nouvelles, dont le campus franco-sénégalais que vous avez évoqué est une formidable illustration. Nous qui sommes parmi les pays au monde qui accueillons le plus d'étudiants africains, nous n'avions que trop peu développé des projets partenariaux avec les universités africaines en Afrique. Et on a ensemble revisité en quelque sorte ce dogme qui consistait au fond à dire à la jeunesse africaine qui voulait accéder aux études supérieures « Nous avons des projets pour vous, ils sont en Europe ». Et de permettre de bâtir des projets en Afrique avec les Africains, en les cofinançant et en permettant de bâtir des trajectoires où toute la licence pouvait se faire parfois plus proche de sa famille et de chez soi, où il y avait ensuite des partenariats, où le master pouvait ensuite aller se faire en France, où des doctorats étaient construits entre plusieurs universités. Et je remercie l'ensemble des professeurs des universités qui se sont engagés dans ce projet. La culture aussi a été remise au cœur de notre relation, mais là aussi en changeant le regard, le logiciel, avec la saison Africa 2020, qui grâce à la ténacité de Ngone Fall, a fait mieux connaître aux Français l'exceptionnel trésor de créativité africaine contemporaine de Lagos, Luanda ou Nairobi. Et pendant des mois et des mois, dans les institutions de la France entière, nous avons eu des artistes contemporains africains qui ont créé, qui ont présenté leurs œuvres, qui sont venus les exposer, ce qui ne s'était jamais fait avec cette ampleur, avec cette vitalité et ce partage. Nous avons aussi ouvert des champs nouveaux, directement en prise avec les attentes de la jeunesse la plus entreprenante du monde, comme vous l'avez parfaitement rapporté. Et grâce à l'initiative Choose Africa, nous avons déployé 3 milliards d'euros au bénéfice de 26 000 entreprises africaines et de plusieurs milliers de micro-entrepreneurs. Et je veux remercier le ministre Franck Riester qui a lancé ce matin la communauté des entrepreneurs de France et d'Afrique qui va prolonger cette dynamique de l'agriculture aux industries culturelles et créatives pour donner justement cette impulsion. Je veux aussi remercier les équipes de Digital Africa. Nous avions lancé Digital Africa dès le discours de Ouagadougou. On a eu des moments difficiles, autant se dire les choses franchement, qui étaient liés à la gouvernance aussi, parfois à des malentendus qui se sont installés, donc on a eu des ratés. On a appris de ces ratés, et comme on dit dans le langage, on a pivoté le modèle, et on a rebâti grâce à la force, à l'énergie des équipes qui ont eu cette intelligence. Et dans les semaines qui viennent, le fonds d'amorçage donc sera déployé au bénéfice des projets d'innovation des startups africaines, mais aussi des projets financés avec nos partenaires européens. Vous pouvez les applaudir parce qu'ils ont fait un travail formidable. Et puis, dans la réinvention de cette nouvelle alliance, on a été aussi chercher des domaines qu'on laissait un peu de côté. Et je le dis après la victoire éclatante des Lions de la Teranga, cher Président, le sport fait partie de cet agenda. Et donc, en effet, nous avons décidé de réinvestir dans des projets qui d'ailleurs sont en lien avec à la fois l'éducation, l'entrepreneuriat, mais on s'est mis à financer en partenariat des infrastructures sportives, des projets avec les fédérations africaines, européennes, internationales, dans le football, dans le basket, dans de nombreux sports. On a financé aussi des multiplexes, de la formation, et tout ça contribue, on le sait, ô combien au rayonnement africain, qui peut devenir aussi un de ses moteurs économiques. Parce que c'est du développement de la jeunesse, c'est de l'éducation de la jeunesse, c'est de l'entrepreneuriat, c'est du développement aussi d'une industrie culturelle, créative, partout en Afrique, avec des potentiels extraordinaires. Et je sais, cher Rémi, que l'AFD sera au rendez-vous sur ce sujet et que le basket africain a trouvé avec vous son meilleur coéquipier. Et dans tous ces domaines, nous avons essayé aussi de réinventer la relation en donnant une place nouvelle à nos diasporas et à nos binationaux. C'est là où je dis que c'est une conversion du regard dans la méthode. Et je veux ici saluer le travail de la ministre Moreno, son implication.
saluer l'implication aussi de plusieurs de nos parlementaires. Je pense au travail d'Hervé Berville, à l'engagement de la députée Sira Silla, qui sont engagés aux côtés de justement nos diasporas, parce que c'est aussi la manière dont la France doit se regarder elle-même. Nous avons des millions de binationaux à qui peut-être pendant longtemps on a expliqué « devenez des bons Français », ce qui signifie en sous-titre « et oubliez chaque jour d'où vous venez et qui vous êtes ». Non, soyez des Français parce que vous adhérez à la langue, aux valeurs, parce que la France est une histoire d'amour et d'adhésion. On vous demande de respecter les lois de la République, d'être pleinement là, de former vos enfants dans les lois de la République, d'y adhérer. Mais votre richesse est précisément cette culture, cette famille, ce lien différent. Apportez-le aussi à la France pour nous aider à penser nos politiques avec l'Afrique. Tout ça pour vous dire que depuis 5 ans, nous avons, je crois, commencé progressivement à convertir les regards, changer les pratiques, transformer notre approche ensemble, avec des partenariats rebâtis. Et nous avons commencé à transformer en profondeur aussi nos modes de faire. Nous avons cessé de faire pour désormais faire ensemble. Et ceci à chaque étape importante. C'est le sens des batailles que nous avons menées. Par exemple, chez vous, cher Président, pour le partenariat mondial pour l'éducation. Nous avons ensemble présidé la reconstitution du fonds, obtenu des résultats pour nous battre pour l'éducation des jeunes filles en Afrique. Le G7 de Biarritz, nous n'avons pas simplement invité à la dernière demi-heure les États africains, on a bâti ensemble l'agenda. Les Sherpas étaient là depuis le début et les États africains ont été là tout le long. Aux Nations Unies aussi. Et face au choc de la pandémie et de la Covid-19, nous avons construit une réponse en alliés, de manière inédite. Et je me souviens encore de nos visioconférences et de nos échanges en mars et avril 2020, où l'initiative ACTA a été une initiative entre l'Union africaine et son bureau, l'Union européenne, et nous avons ensuite convaincu les membres du G20 d'endosser ce travail. Et nous avons ainsi bâti un agenda inédit, sanitaire et économique. Et je veux remercier toutes celles et ceux qui ont participé, et en particulier Chrysoula, notre parlementaire européenne, qui s'est battue dès le début à nos côtés et qui joue un rôle tout particulier pour ACTA aujourd'hui. Et c'est de la même manière que nous avons essayé de construire la réponse économique de sortie de crise en mai dernier, lors du sommet pour les économies africaines, et j'y reviendrai, et leur financement, j'y reviendrai dans un instant. Jamais nous n'avions engagé autant de chantiers, jamais nous n'avions réuni autant de moyens, et la France a fortement augmenté son engagement grâce à la loi dédiée à la lutte contre les inégalités mondiales, qui a été portée à l'Assemblée par le député Hervé Berville, et dont je veux ici saluer la mobilisation collective, le travail du ministre et du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et de toutes les équipes, l'ensemble des agents sur le terrain, toutes nos ambassades partout mobilisées, nos opérateurs, le groupe AFD bien sûr, mais également l'Institut français, Business France, la BPI et tous nos concitoyens aussi des organisations non gouvernementales et associations en première ligne qui nous ont aidés à faire ce changement de modèle et à pousser à ce réinvestissement unique. Merci infiniment. Et donc, vous le voyez, action nouvelle, changement de méthode, tout ça, maintenant, il nous faut le traduire à l'échelle du continent et bâtir une alliance entre l'Afrique et l'Europe nouvelle. Et c'est pour moi l'objectif de notre sommet de demain et d'après-demain, c'est-à-dire réussir à faire cette conversion dans la méthode, retrouver des dispositifs plus efficaces, cette culture du projet, du respect, du partenariat d'égal à égal et du faire avec les autres. Et je suis, moi, convaincu que nous arriverons à retrouver le sel de ce que nous exprimons aujourd'hui et ce point de connexion entre les deux continents. Mais je voudrais terminer avec quelques mots pour aller plus loin et essayer de, sur la base de ce que vous avez dit à l'instant, sur 2-3 points, c'est de dire comment je vois les choses. En effet, à Montpellier, le 8 octobre dernier,
nous avions décidé, dans la poursuite de ces travaux et de ce changement profond, d'avoir un sommet un peu inédit entre l'Afrique et la France, qui était un sommet, non pas avec les chefs d'État et de gouvernement, mais avec la société civile. Alors ça a un peu bousculé tout le monde. Ça a contrarié parfois les chefs d'État qui ont dit « Vous invitez des opposants, ma jeunesse, cette jeunesse agitée qu'on évoquait tout à l'heure avec le ministre en plaisantant. » Ça a parfois bousculé nos habitudes, parce que des gens disent « Ils interpellent le président de la République française, des ministres, ils viennent dire les choses. » Moi, j'ai été très directement interpellé, je vous rassure, mais j'ai trouvé ça formidable, parce que ça libérait énormément de choses qui étaient parfois des non-dits. Et il y a une forme de catharsis collective qui s'est faite lors de Montpellier. Et ce format direct a permis, je crois, je l'espère en tout cas, de bâtir une forme de confiance dont nous devons tous ensemble sortir plus forts et plus grands. Il y a eu quelques éléments qui ont été dits. Le premier, les mots. Employer les mots justes. À Montpellier, j'ai été interpellé sur les mots qui blessent, les mots qui pèsent. Et on nous a reproché les mots d'aide et le mot de développement. Alors j'ai dit, nous, on a maintenant parlé de finances en commun, on parle d'investissement solidaire, mais très clairement, j'ai senti que l'aide au développement, ça ne passait plus. Et que la jeunesse africaine disait, mais nous, on ne veut pas d'aide et on n'a pas besoin d'être développé. Et je comprends. Je le disais, pour nous, ces mots qui étaient synonymes de solidarité, de fraternité, on a alors perçu qu'ils étaient vus comme surplomb, arrogance. Alors, en réponse à cela, l'Agence française de développement a engagé un large processus de consultation pour repenser pas simplement son propre nom, comme je m'y étais engagé à Montpellier, mais plus généralement la sémantique du développement, ce qui permet de faire cette finance en commun, ses instruments, sa grammaire. Sur la base de ces consultations, les ministères de tutelle de l'agence, travaillant avec elle, mais également l'ensemble des parties prenantes ici rassemblées, nos banques régionales, les organisations internationales aussi sont mobilisées, et je souhaite que dans les prochaines semaines, nous puissions parachever ces travaux pour avoir des propositions concrètes et décider. Et la présence aujourd'hui de la Banque africaine de développement, de la Banque ouest africaine de développement, montre d'ailleurs combien ce sujet est peut-être plus complexe qu'il n'y paraît. Et que peut-être que le travail qu'on fait est précurseur d'autres travaux qui viendront, mais que derrière ça, plus que les mots, c'est un travail sur la méthode qui est demandé, et qui est au fond de continuer ce faire avec que nous avons conçu et commencé. Le deuxième élément, on a été interpellé sur les questions de défense. Ça, on en parlera ensemble, et j'aurai à m'exprimer demain. Mais j'ai entendu ce qui m'était dit par la jeunesse africaine. Troisième élément, on nous a interpellés sur les questions de financement. Et là, je voudrais dire quelques mots en réponse à ce que vous avez dit, ce qui a été travaillé par les équipes et ce que le président a dit tout à l'heure. Nous sommes à un moment absolument clé pour l'Afrique, parce que l'Afrique est en train de sortir, je l'espère comme nous tous, de cette pandémie, mais dans une situation très différente. Le choc sanitaire n'a pas été tout à fait le même, sauf que, parce que l'Afrique est plus jeune, parce que c'est moins mesuré, parce que les opinions publiques ne sont pas forcément aussi sensibles, mais nous avons vu à ce moment-là les limites de notre solidarité collective quand il y avait urgence, les insuffisances de la production en Afrique de vaccins, et ça on va essayer de le régler lors du sommet, mais on a commencé ensemble au printemps dernier, et on a vu surtout qu'on avait trop collectivement abandonné le soutien au système de santé primaire dans beaucoup de pays d'Afrique. Et ça, on ne doit pas l'oublier en sortie de crise. Mais surtout, c'est un choc économique et financier inégalé pour le continent africain, ce Covid. Parce qu'il a conduit à fermer des sociétés très jeunes qui ont besoin de communiquer au sein du continent avec le reste du monde et d'être ouvertes. Les chiffres sont toujours à revoir, mais il y a quelques mois encore, la Banque mondiale donnait le chiffre d'au moins 300 milliards de dollars sur la période 2020-2025 de besoins de financement supplémentaires de sortie de crise. 300 milliards de dollars. C'est sans doute davantage, si on est honnête avec nous-mêmes.
Et cela même dans une période où on demande au continent africain d'aller plus vite sur la transition énergétique et climatique, et où le continent africain a, lui, à vivre une transition démographique inédite, parce qu'il a cette jeunesse qui est une opportunité extraordinaire, mais qui suppose d'investir beaucoup plus dans l'éducation et dans la formation continue et dans la création d'opportunités économiques. C'est un défi qu'aucune autre région n'a à vivre avec cette force. Donc en effet, ce qu'on a décidé de faire en mai dernier, c'est de dire on endosse l'émission de droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international, 650 milliards. Formidable. Si on applique nos clés de répartition, ça veut dire 33 milliards pour l'Afrique. On est loin. Nous avons pris l'engagement de dire on va réallouer nos droits jusqu'à 20% pour obtenir 100 milliards pour l'Afrique. Nous devons absolument finaliser la part d'efforts européens dans les 2 prochains jours. La France va confirmer officiellement sa réallocation de 20% et nous allons mettre la pression sur tous les collègues. Une fois qu'on a dit ça, c'est au moins 100 milliards, mais on doit aller beaucoup plus loin. Notre deuxième objectif, pardon, il semble un peu technique, mais c'est d'utiliser cet argent pour qu'il puisse aller vers les banques régionales de développement, pour que cela fasse levier. Et donc on doit trouver le chemin technique dans les 48 heures qui viennent. Je le sais qu'on y arrivera, avec la Banque centrale européenne, avec nos banques régionales de développement, et je salue la BERD et la BEI ici présentes, avec aussi le FMI et sa capacité d'innovation pour trouver les bons chemins. Et puis après, vous l'avez dit, Président, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, il faut que ça arrive sur le terrain. Et au fond, je voudrais juste qualifier 2 catégories d'investissements avec des règles très différentes, mais c'est notre défi pour les prochaines années. Nous allons devoir accélérer très fortement sur les grandes infrastructures solidaires et durables. Ça, l'objectif qu'on doit se donner avec le sommet Union africaine-Union européenne, je crois qu'on y arrivera, je l'espère, on va se battre, c'est d'avoir une liste de très grands projets qui correspondent à ce que vous avez cité, écrite en dur, pas des mots, des projets, sur lesquels l'Europe va s'engager pour avoir des grands projets d'infrastructures, de construction, de systèmes énergétiques, et pour accompagner concrètement. Donc ça, c'est l'investissement, infrastructure durable, où on mobilise justement ces canaux de financement et où on aide des États, des régions, des communautés, parfois des villes, à bâtir ce dont elles ont besoin pour le transport urbain, pour permettre justement le déploiement d'énergies renouvelables, pour permettre de l'assainissement d'eau, pour permettre des projets de ce type qui sont très chers, où il faut un cadre, où il faut des maturités assez longues. Et donc là, nous allons avancer. Puis il y a un deuxième défi pour que l'argent arrive sur le terrain, c'est ce que vous avez très bien dit, c'est l'investissement sur l'entrepreneuriat et les jeunes. La SFI joue un rôle extraordinaire en la matière. On a mobilisé et lancé cette initiative pour l'entrepreneuriat africain en mai dernier, et donc on va continuer et renforcer. Mais le défi, et tous les entrepreneurs qui sont là le savent, quel est-il? C'est qu'on parle à chaque fois de projets qui sont relativement, par définition, réduits. Donc ils sont portés par des gens qui ne sont pas connus par les systèmes. Ils sont portés par des gens qui, par définition, ne sont pas dans des grandes entreprises, par des gens qui prennent des risques, qui donc parfois ont déjà échoué, ou pour lesquels ce sont parfois les premiers projets. Ils sortent en effet de l'économie informelle. Ils n'ont pas de solidité financière derrière eux, ils n'ont pas de réseau relationnel. C'est déjà très très dur dans les économies très développées, très riches comme la nôtre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis beaucoup de temps à aider cet entrepreneuriat et notre système est encore imparfait. C'est extrêmement difficile dans les économies qui sont pays pauvres ou pays en voie de développement. Et le défi qui est le nôtre, c'est que nous avons construit des infrastructures financières qui sont faites pour les grands projets ou les projets étatiques. Mais il nous faut trouver les capteurs de projets sur le terrain et la manière de soutenir des projets dont la nature de risque et de financement est très différente. C'est ça le défi qui est nôtre. C'est aussi un défi organisationnel. C'est celui qu'on a en matière de biodiversité quand on lance ce projet de Grande Muraille Verte. La Grande Muraille Verte, dans 13 pays, ce sont des dizaines de milliers de petits projets agricoles. Et donc, le défi qui est le nôtre, c'est de savoir comment l'entrepreneuse ou l'entrepreneur
qui a un projet agricole, qui a un projet de start-up dans le numérique, qui a un projet d'éducation ou autre, un projet artisanal, va trouver les milliards d'euros qu'on a annoncés dans un bureau à Abidjan, à Dakar, à Bruxelles ou à Paris, qui sont structurés par des canaux qui ne le connaissent pas forcément et qui ne connaissent que des acteurs institutionnels. C'est pourquoi on a besoin d'initiatives comme la vôtre, comme votre délégation générale, et c'est pour ça qu'on a besoin de plusieurs types d'innovation. Premièrement, innovation organisationnelle sur le terrain. Des banques régionales africaines, des gouvernements et des collectivités publiques africaines, et de nous, dans nos réseaux, de sortir de nos relations, de nos acteurs, de nos interlocuteurs habituels, pour aller tous chercher les projets les plus fragiles, les jeunes, les femmes, les actrices et les acteurs de cette économie informelle africaine dont vous avez si bien parlé. Nous organiser différemment. Et deuxième chose, il faut d'autres types de financement. Quand on parle de financer des entrepreneurs, ce n'est pas du tout des grands projets de subvention, de prêts concessionnels, comme on le fait pour l'infrastructure durable. C'est de l'amorçage, c'est de l'accompagnement, c'est parfois un peu de financement, et comme c'est fait ici d'ailleurs, du mentorat, du tutorat, de l'accompagnement technique, de l'accompagnement de projet. Ça va être également la capacité à avoir des réseaux et rentrer dans du relationnel. Donc c'est très différent. Et surtout, ça n'est pas que du financement public. C'est aller mobiliser des dizaines, voire des centaines de milliards d'euros de financement privé. Mais parce qu'on aura positionné le financement public au bon endroit. Quel est le bon endroit? C'est de prendre la part de risque que les acteurs privés ne veulent pas prendre. Et je veux insister sur ce point parce que sinon il sera la source de malentendus à venir. Nous, les chefs d'État et de gouvernement, on adore dire qu'on va mettre X milliards. Évidemment, parce qu'on dit qu'on est très ambitieux, on compare nos milliards. Mais c'est beaucoup plus important que l'argent arrive chez vous. C'est pour ça qu'il vaut mieux présenter des projets. On le disait tout à l'heure en présentant, moi j'ai, dans beaucoup de pays, vendu des écoles 42 auxquelles je ne peux rien. Elles ne sont pas faites par moi, elles sont faites par des entrepreneurs. Et je le dis ici avec beaucoup d'amitié. Mais parce que quand c'est rentable, les entrepreneurs peuvent le faire. Et nous, on a simplement besoin d'apporter l'accompagnement ou l'amorçage. C'est cette logique qu'il nous faut trouver sur beaucoup de projets de financement de l'entrepreneuriat sur le continent africain. Et donc, il nous faut construire dans différents secteurs avec vous des fonds de garantie, des fonds qui vont couvrir les premières pertes. Et il faut en quelque sorte, dans certains cas, couvrir la part de risque pays, qui est le différentiel entre tel État africain et tel État européen, et couvrir la part de risque que le secteur donc, privé ne veut pas prendre. Mais pas plus. Et vous verrez qu'après, on arrivera à mobiliser énormément d'acteurs institutionnels. Pourquoi ? Parce que moi, je regarde les asset managers, les fonds du monde entier. Nous sommes à un moment de l'économie mondiale où il n'y a jamais eu autant de liquidités de financement privé. Les gens, partout, cherchent comment investir. Et ils cherchent de la rémunération. Et ils surinvestissent parfois en créant des bulles dans les économies développées, dans des secteurs, à mon avis, où ils vont surrémunérer de la valeur qui n'est pas totalement créée. Si on sait construire le cadre où on prend la part du risque qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils ne veulent pas porter, on va mobiliser des dizaines, des centaines de milliards d'argent privé venant du monde entier sur le continent africain. Et là, on sera allé au bout de la logique. Là, on sera allé au bout de la logique qui est que ça n'est pas de l'aide, c'est bien de l'investissement. Il faut prendre une part qui, elle, peut être solidaire, on choisit le nom, mais derrière, ce sera de l'investissement totalement rentable. Et donc, c'est ça qu'il nous faut construire. En effet, le public prend sa part, le privé prend sa part, mais on doit changer cette logique. Dernier mot et quatrième remarque dans cette suite que je voulais évoquer, c'est notre posture, notre positionnement. Longtemps, la France a pu soutenir des régimes au pouvoir ou des ambitions individuelles. Longtemps, notre défense de la démocratie se réduisait à soutenir aussi des processus électoraux qui ont achevé de discréditer un modèle qui n'apportait pas les améliorations espérées par les populations. C'est un défi d'ailleurs pour tous les Occidentaux en Afrique.
C'est un défi en particulier pour la France en raison de son passé colonial. Et je crois que c'est en train de devenir un défi pour l'Afrique elle-même. Mais au fond, on reprochait parfois un peu tout et son contraire à la France. C'est-à-dire qu'on lui disait, dès que la France parlait de démocratie, vous n'avez pas à nous donner des leçons de démocratie depuis votre pays, sur le nombre de mandats et autres. Et dès que la France venait soutenir un régime tel ou tel qui n'avait pas respecté tous les standards, on disait, vous, bien beau, vous venez soutenir des régimes qui ne sont pas démocratiques. On perdait à tous les coups. Ça peut arriver encore, je vous rassure. Donc c'est une question très difficile. Pourquoi? D'abord parce que les démocraties vivent une crise. Et elles le vivent en Occident. Il faut être lucide. Ensuite, parce que le système démocratique est en train, sur le plan universel, de vivre lui aussi une crise. C'est qu'on voit bien que nous avons des puissances autoritaires qui se développent économiquement, d'autres puissances autoritaires régionales qui sont en train d'installer ce qu'on appelle aujourd'hui un narratif, un récit, en consistant à dire que la démocratie, c'est un ensemble de valeurs à vocation régionale. Mais il y a peut-être d'autres modèles d'organisation politique qui peuvent prévaloir dans le monde. Moi, je pense que c'est très dangereux, cette voie. Et donc, du coup, l'Afrique va être un théâtre d'influence sur ce sujet dans les années à venir. Je vous le dis en toute franchise. C'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui iront voir les putschistes ou les régimes autoritaires en leur disant « N'écoutez plus les donneurs de leçons, j'arrive, j'ai mes solutions de financement, je vais vous aider, vous allez réussir. » Ayons l'autoritarisme heureux. Peut-être que ça marchera d'ailleurs, et ça va essayer de convaincre des gens. Et d'autres gens iront vous dire « Regardez ces démocraties qui vivent des crises, c'est compliqué. » Et donc, vous allez avoir, et je le dis devant un ami dans un pays démocratique qui a vécu des alternances, le président Macky Sall est le fruit d'une alternance politique. Je pense que les années et les décennies à venir seront fondamentales à cet égard. Je pense que la solution n'est pas du tout dans une autre région qu'en Afrique. Mais je pense que nous avons tous à essayer de continuer à bâtir, à réinventer nos pratiques démocratiques. Et au fond, qu'est-ce que c'est? C'est de savoir comment le peuple, sous des processus et des formes qu'il se donne, décide pour lui-même de son avenir en respectant toutes ses composantes et ses parties prenantes. Et se donne des règles, des rites, qui font qu'on peut décider, toutes les parties étant respectées, y compris lorsqu'elles ne sont pas majoritaires, et qu'il y a des moments réguliers qui peuvent permettre des alternances et donc des changements, et que c'est le peuple, par ses truchements, qui se dote de ses lois, de ses règles, et qui choisit son destin. On voit bien que nous aurons beaucoup de pratiques à réinventer partout, en France aussi, je le dis avec beaucoup d'humilité. Mais l'Afrique, ce sera un sujet immense, surtout dans un continent où la jeunesse a un tel besoin de participer à son avenir, et où cette jeunesse, qui est une première dans l'histoire de l'humanité, elle est connectée au reste du monde. Donc elle sait ce qui se fait ailleurs, elle sait ce à quoi elle a le droit, elle sait ce qu'elle peut prétendre, elle sait ce que sa voix apporte. La contribution modeste que la France entend apporter, c'est une pierre que je mets sur le chemin que nous aurons à bâtir ensemble. C'est d'essayer, sur la base des propositions qui ont été faites à Montpellier, la base du travail d'Achille Mbembe, de lancer ce fonds d'innovation pour la démocratie. Et donc, nous l'avons décidé, il sera financé. Et à Montpellier, nous avions réuni pendant une journée une centaine d'acteurs, africains et français, engagés sur les questions de citoyenneté, de démocratie locale, d'innovation sociale, de liberté d'expression. Ce sont des citoyens comme eux, c'est-à-dire des militants associatifs, des blogueurs, des entrepreneurs sociaux, des chercheurs, des intellectuels, des artistes, des acteurs de syndicats ou de partis politiques qui auront à bâtir la démocratie africaine. Et ce sont eux que le fonds permettra d'accompagner, de faire travailler ensemble et de connecter. Plus qu'un instrument de financement de projets ou un vecteur d'appui à des ambitions personnelles, ce fonds sera à la fois un laboratoire et un outil de mise en réseau inédit de ces acteurs. Et donc nous lancerons un programme pilote dans les prochaines semaines, associant les participants du sommet de Montpellier engagés sur ces questions. Et ce sera le début de ce dialogue
qu'on souhaiterait pouvoir nouer, et de cette pierre, en tout cas, que la France souhaite apporter à l'édifice, une fois dites toutes les convictions que je viens de partager avec vous. Voilà, mesdames et messieurs, chers présidents, ce que je voulais partager avec vous en vous ayant écouté un instant, et puis en essayant de redonner un peu de la cohérence sur ce qu'on fait depuis 5 ans sur ce sujet. Oui, je crois dans une nouvelle alliance entre l'Afrique et l'Europe. J'y crois parce que j'aime l'Afrique. J'aime sa jeunesse, sa force, sa créativité, son esprit d'entreprise, et je pense que l'Afrique a une contribution inédite à apporter au reste du monde dans les années qui viennent et qu'elle apportera des solutions qui nous inspireront. Et je pense que nous sommes à un point d'inflexion où l'Afrique, que beaucoup ont regardé comme un endroit qu'il fallait en effet aider, où on devait exporter des solutions d'ailleurs, est en train de devenir, elle l'a été en fait de manière formidable, mais on ne voulait pas le voir dans beaucoup de domaines, mais dans tous les domaines que j'ai cités, elle sera de plus en plus un continent qui apportera des solutions, sa force, sa contribution. Je crois dans cette alliance parce que je pense que l'Europe du XXIe siècle ne peut pas se construire sans cette alliance et ce partenariat renouvelé avec son voisinage direct qu'est le continent africain. Et je le dis, il est normal que l'Afrique regarde tous ses partenaires en voulant les regarder de manière égale. On a tous, nous, cette préoccupation quand on fait la même chose avec le reste du monde. Je dis simplement, nous sommes les enfants de la mer Méditerranée. Mare Nostrum, c'est le foyer de notre civilisation. Cette mer Méditerranée, c'est le cordon ombilical entre l'Afrique et l'Europe. Et donc, nous avons une relation très particulière, qu'on le veuille ou non, c'est que ces deux continents sont liés de mémoire de civilisation et ne peuvent pas construire les siècles qui viennent l'un sans l'autre. Et donc oui, l'Europe du XXIe siècle sera une Europe qui se pensera avec le continent africain. C'est une évidence. Et puis la dernière chose, c'est que quand bien même il se pourrait que des gens en doutent, en Europe ou en France, ça peut arriver, ils ne pourront réussir s'ils n'aident pas l'Afrique à réussir. Même s'ils ne croient pas à tout cela, même s'ils n'aiment pas l'Afrique, s'ils ne croient pas dans l'Afrique, même s'ils ne croient pas à la solidarité, leur intérêt égoïste, c'est que l'Afrique réussisse, pour les raisons qu'a évoquées le président Macky Sall. Parce que si l'Afrique ne réussit pas, je peux vous dire une chose, l'Europe échouera, les nationalismes triompheront, les conflits migratoires se multiplieront et les herses se redresseront. Moi, je ne veux pas de ce projet politique, vous l'avez compris. Donc, pour toutes ces raisons, revisitant un slogan bien connu, mais qui avait été utilisé en d'autres temps, dans d'autres contextes, « There is no alternative ». On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, nous allons le faire et nous allons bâtir ensemble cette nouvelle alliance entre l'Afrique et l'Europe. Merci à tous. Ah bien sûr. Viens, on fait une photo. Mets-toi là. Mets-toi au milieu. Alors, Maki, félicitations. Good job. Yes.